Donc, bienvenue à notre dernière présentation en direct sur le Tour du Mont Blanc et merci d'être là. Je m'appelle Marvin Faure, je suis entraîneur de vélo chez Alpine Col et je vais parler de comment obtenir votre meilleur résultat au Tour du Mont Blanc. Donc, ça passe par avoir un bon plan de course pour l'épreuve. Alors, comme vous le savez, il s'agit d'une légende, cette affaire. Et il est souvent considéré comme le cyclosportif d'un jour le plus difficile au monde, avec ses 330 km et ses 8300 mètres de dénivelé. Ces chiffres sont quand même énormes et ça exige le respect. Le départ est à 5 heures du matin et l'heure limite d'arrivée est fixée à minuit, donc vous avez un maximum de 19 heures pour être finisher officiel. Chaque année, à peu près 40% ne terminent pas dans les délais. Il s'agit en fait d'un défi à trois niveaux, mental, physique et nutritionnel, et dans cet ordre. La raison la plus probable d'abandonner est mentale. Pour atteindre la ligne d'arrivée dans les temps, vous allez probablement rouler jusqu'à vos limites, puis aller au-delà. Vous pouvez, il s'agit des limites mentales en fait, pas tellement physiques. On ressent une limite physique, mais en fait c'est une limite mentale. Vous pouvez vous attendre à vivre des moments d'euphorie pendant la journée, suivis de moments de désespoir. Ni l'un ni l'autre dure très longtemps. On revient à une sorte de stabilité après. Alors, il y a trois éléments essentiels à la réussite de l'épreuve. L'allure, surtout dans les montées, bien sûr, l'alimentation et le mental. Donc, j'ai déjà dit que le mental était le plus important, donc j'y viendrai en dernier. Parlons d'abord de l'importance du planning. Benjamin Franklin n'était pas un cycliste, bien sûr, mais sa citation est toujours d'actualité pour nous. Ceux qui ne planifient pas planifient l'échec. Alors, que faut-il mettre dans votre plan? Vous avez besoin d'un plan pour savoir comment vous allez vous affûter afin d'être dans les meilleures conditions possibles pour l'événement. Ensuite, pour le voyage et les derniers préparatifs, afin que tout se passe bien et sans stress. Et bien sûr, pour l'épreuve elle-même, surtout au niveau de l'allure, de l'alimentation, les vêtements et des rappels de bonne technique. Et enfin, comment vous allez vous en souvenir pendant l'épreuve? Regardons d'abord la période d'affûtage. Il reste maintenant à peu près 2 semaines et votre objectif doit être d'éliminer votre fatigue avant d'arriver sur la ligne de départ. Il n'est pas exagéré de dire que vous pouvez perdre la plupart des bénéfices de votre entraînement si vous ne faites pas ce qu'il faut pendant les derniers jours. Donc, réduisez progressivement votre volume d'entraînement d'au moins 50%. Limitez l'intensité. Si vous devez absolument faire une séance à l'intensité, faites-le court et pas trop dur. Mais franchement, je le déconseille. Par-dessus tout, dormez bien, mangez bien, restez souple et limitez le stress autant que possible. Et surtout aussi, limitez toute demande supplémentaire sur votre énergie dans la mesure du possible. On a tous une vie de famille, on a tous du boulot, donc c'est pas toujours simple, mais limitez au maximum. La récupération complète est en fait beaucoup plus précieuse que la récupération à seulement 95%. Par exemple, à 95% de récupération, vous risquez de perdre 20% de votre potentiel de performance sur les 2 dernières montées. C'est pour ça que c'est vraiment très important. Alors, la partie suivante de votre planification concerne votre voyage et les derniers préparatifs avant le départ. Il s'agit là d'une question de bon sens pour la plupart, mais il est quand même préférable d'y réfléchir et de tout planifier à l'avance afin de ne pas être pris de panique à la dernière minute. Donc, prévoyez de bien dormir, surtout. Planifiez avec soin votre voyage pour être sûr qu'il n'y a pas d'imprévu. Confirmez votre hébergement. Réservez votre repas du soir ou préparez-le vous-même. C'est peut-être encore mieux que d'aller dans un restaurant. Utilisez une liste de contrôle comme aide-mémoire. J'en ai une liste que je peux vous passer. Préparez votre vélo au moins un jour à l'avance. Alors, si vous voudrez une copie de notre liste de contrôle, vous pouvez simplement envoyer un mail info@alpinecourse.com et je vous l'enverrai. Aucun problème. Maintenant, on vient à l'épreuve elle-même
est d'abord votre plan pour l'allure. Cela dépend de votre objectif, qui sur le Tour du Mont Blanc ne peut qu'être effectivement l'un des deux suivants. Soit de finir le plus rapidement possible, soit simplement de finir avant la barrière horaire. Entre les deux objectifs, la stratégie d'allure n'est pas la même. Si votre objectif est de terminer le plus rapidement possible, vous devez rouler le plus près possible de vos limites sans jamais les dépasser. Donc, il s'agit de grimper à l'allure le plus élevée que vous pouvez soutenir sur 157 km d'ascension. Attention, cependant, car alors que sur un cycle normal, les conséquences d'un dépassement de vos limites ne sont pas très graves, sur le Tour du Mont Blanc, cela signifiera probablement que vous ne pourrez pas finir. Donc, vous devez donc déterminer l'allure que vous pouvez soutenir sur l'ensemble des montées. Je vais vous montrer comment le faire dans quelques minutes. Si votre objectif, par contre, est seulement de terminer, vous devez travailler à rebours à partir des barrières horaires de Bourg-Saint-Maurice et du Cormet de Roselène et vous assurer que vous arriverez à temps. Je calcule que pour avoir une bonne chance d'arriver à ces deux barrières, il faut, et en fait, ils ont même ajouté une troisième barrière cette année, c'est au Valette, à 11 heures. Donc, pour passer à temps, moi, je considère qu'il faut être au ravitaillement des Valettes bien avant les 11 heures. En fait, je pense qu'il faut y être à 9h45. Ensuite, vous allez être, enfin, il faut être sur le Grand Saint-Bernard avant 13h45. Il est important, cependant, de reconnaître que si votre seul objectif est de finir, il n'y a aucun sens à essayer de battre ces barrières par une marge importante. Vous risquerez d'aller fort trop tôt et de ne pas pouvoir finir si vous faites ça. Donc, il est préférable de se retenir au début afin de pouvoir finir relativement fort plutôt que à tout prix commencer rapidement et essayer d'être bien en avance, avoir une sorte de coussin dès le début. Je ne pense pas que ça soit une bonne idée. Alors, comment savoir quelle allure vous conviendrait pour ces fameuses 157 km d'ascension? Vous devez surtout regarder les preuves, c'est-à-dire des indices que vous avez vous-même. Ne pas vous baser sur vos espoirs. C'est un point essentiel. Les miracles ne se produisent pas très souvent et il est peu probable que vous soyez beaucoup plus fort autour du Mont Blanc que vous ne l'étiez à l'entraînement ou lors d'autres événements. Ça n'arrive pas. Cependant, vous allez être excité, vous allez avoir de l'adrénaline, donc il y a toujours une tentation de partir trop vite. Alors, quelles preuves pouvez-vous utiliser pour déterminer votre allure? Les meilleures données proviennent de votre capteur de puissance, si vous en avez un. Si vous n'avez pas de capteur de puissance, vous pouvez utiliser le VAM, c'est la vitesse ascensionnelle en mètres de niveau par heure, qui, en l'absence de vent et à des vitesses inférieures à 15 km par heure, est très étroitement lié ou corrélé à la puissance. Vous pouvez trouver ces données sur Strava après votre sortie et vous pouvez les suivre en temps réel si vous ajoutez la VAM et surtout la VAM moyenne sur la montée. Donc, vous mettez l'app VAM sur votre Garmin ou votre ordinateur de bord et comme ça, vous pouvez le suivre tout au long de la montée. Vous démarrez l'app évidemment en bas. Donc, cherchez les sorties avec les plus longues montées et regardez vos données. Dans les exemples ici, j'ai pris les 3 dernières montées sur le Tour du Mont Blanc. Je les ai fait respectivement à des VAM de 582, de 644 et de 685 mètres par heure. Ces chiffres précis ne sont pas importants. Bien sûr, vous devez trouver les vôtres, mais c'est juste pour vous montrer comment les trouver. En plus de la puissance et la VAM, vous pouvez aussi bien sûr utiliser la fréquence cardiaque. La fréquence cardiaque mesure comment votre corps réagit à la charge, mais elle est un peu moins fiable que la puissance ou la VAM parce qu'elle est influencée par de nombreux autres facteurs tels que le stress, la température, la caféine, la déshydratation et autres choses.
Enfin, certaines personnes sont suffisamment à l'écoute de la sensation pour obtenir un bon résultat simplement avec leur ressenti. Mais pour y parvenir, il faut beaucoup d'expérience. Donc revenons à la puissance, parce que beaucoup de monde maintenant a des capteurs de puissance, et voyons comment vous pouvez utiliser des preuves de vos performances passées pour planifier votre allure autour du Mont Blanc. Le point de départ est votre courbe puissance durée et votre puissance critique, ou FTP. Donc, voici un exemple personnel de 2022. C'est fait dans un logiciel qui s'appelle Golden Cheetah, mais vous trouvez ces mêmes courbes sur Training Peaks ou sur Strava ou dans plein d'autres endroits. Alors, donc l'exemple de 2022, c'est lorsque j'ai préparé ma participation au Tour du Mont Blanc. À l'époque, ma puissance critique était d'environ 275 watts. C'est à peu près la même chose que l'FTP. Donc, en théorie, j'aurais été capable de maintenir ce niveau de puissance pendant 50 à 60 minutes. Le problème est que ce n'est pas suffisant pour graver de longues montées du Tour du Mont Blanc. Et de toute façon, je n'aurais pas été capable de le répéter sur toutes les montées. Il faut donc regarder d'autres éléments pour voir à quelle fraction de la puissance critique je pourrais grimper pendant 10 heures ou plus. Donc ici, on voit ce que j'ai fait lors d'autres épreuves comparables, comme Liège-Bastogne-Liège, le 312 de Majorque, quelques cinglés sur le Mont Ventoux, la Marmotte, le Son-Col Challenge Corse, et bien sûr le Tour du Mont Blanc lui-même que j'ai parcouru l'année dernière l'année avant, sur 2 jours. Cela m'a permis d'identifier des données réelles sur la puissance moyenne que j'étais capable de soutenir sur ces montées lors de ces événements. Pour être plus pertinent pour vous, vous devriez prêter plus d'attention au pourcentage de la puissance critique ou de FTP qu'au chiffre de puissance réelle. Donc, c'est la dernière colonne à droite. Notez que les montées sur Liège-Bastogne-Liège sont plutôt courtes et que les montées sur le Majorque 312 se trouvent principalement dans la première moitié du parcours, ce qui explique pourquoi le pourcentage de ma puissance critique est relativement élevé par rapport aux autres épreuves listées là. Les données les plus utiles sont les deux dernières, les Son-Col Corse et le TMB en 2 jours. Le problème est que passer d'une demi-tour du Mont Blanc à la distance complète du Tour du Mont Blanc reste un grand pas en avant et un saut dans l'inconnu. Donc, j'avais l'intention d'être conservateur et de viser 60% de ma puissance critique sur les montées. Et pas les 65%, ça aurait été un peu tentant de prendre ça. Mais je pense que ça aurait été trop ambitieux. En termes de zone d'intensité, cela correspond au bas de ma zone IDA. Intensité 2. À moins d'être vraiment très fort, ne pensez même pas à tenter de rouler tempo en I3 sur le Tour du Mont Blanc. Je pense que tout le monde en fait est en zone endurance I2 et en bas de cette zone en plus. Voilà donc comment déterminer votre allure. Examinez vos propres données, recherchez des preuves de ce que vous avez réellement fait et décidez ensuite de ce que vous pensez pouvoir faire lors de l'épreuve. Soyez conservateur. Et s'il fait très chaud, eh bien, plus il fait chaud, moins vous pouvez produire la puissance à une intensité donnée. Une étude de 2021 a montré que la réduction de la puissance à 35 degrés peut atteindre 17%. C'est entre 10 et 17%. Par conséquent, lorsqu'il fait très chaud, et je ne sais pas encore si ça va être le cas sur le Tour du Mont Blanc, mais s'il dépasse largement les 30 degrés, ne regardez pas la puissance, mais utilisez votre fréquence cardiaque. Et tenez-vous-en à un objectif de fréquence cardiaque pour l'intensité souhaitée, que vous aurez précédemment déterminé, évidemment, sur les sorties à des températures normales. Donc, la puissance va être plus faible, la fréquence cardiaque va être plus élevée. Tenez-vous à votre donc, fréquence cardiaque cible pour l'intensité voulue. Voilà. Alors, quelques autres mots pendant qu'on est sur le sujet, sur comment faire du vélo en période de canicule. Ça pose deux problèmes. D'abord, éviter la déshydratation et ensuite, éviter la surchauffe de votre corps. Dans les deux cas,
il est très important d'écouter son corps et d'être attentif à ce que l'on ressent. Si vous vous sentez énormément fatigué, si vous avez mal à la tête, si vous vous sentez faible ou si votre rythme cardiaque est énormément élevé, vraiment très élevé, il se peut que vous souffriez de déshydratation ou d'un coup de chaleur. À ce moment-là, faites très attention, il vaut mieux s'arrêter. Donc, pour éviter la déshydratation, buvez un mélange d'électrolytes neutres suffisamment pour que vous ayez besoin d'uriner de temps en temps. Ça, il faut pas essayer de passer. Si vous passez la journée sans uriner, c'est sûr que vous êtes déshydraté. Donc ça, c'est un indice très important. Il faut que vous n'ayez jamais réellement soif et il faut que votre rythme cardiaque ne soit pas énormément élevé, votre fréquence cardiaque. Alors, les électrolytes, vous pouvez les mettre dans la boisson ou vous pouvez prendre les comprimés. Moi, personnellement, je préfère prendre des comprimés, mais sinon, dans la boisson, ça va tout à fait aussi. Pour éviter le surchauffe, il faut réduire l'intensité, on en a déjà parlé. De toute façon, vous n'arrivez pas à tenir la même puissance. Il faut rester autant que possible à l'ombre, traverser la route si possible, si c'est pas trop dangereux, si nécessaire. Arrêtez-vous. N'hésitez pas à vous arrêter pour vous rafraîchir. C'est pas la peine de terminer à l'hôpital. Aspergez-vous d'eau régulièrement, la tête et les jambes surtout, et utilisez les fontaines d'eau et les ruisseaux pour vous rafraîchir. Voilà une petite illustration. Bon, voilà. Ça, c'était sur le col du Joly pendant notre stage il y a 3-4 semaines. Il faisait 35 degrés, donc on avait vraiment besoin de se rafraîchir. Alors, je viens maintenant à la deuxième clé de la réussite après l'allure, c'est l'alimentation. S'alimenter bien ou mal aura un impact considérable sur votre performance. Le premier point est que vous devez commencer avec un réservoir de glycogène plein dans vos muscles. Vous y parviendrez tout simplement en effectuant surcharge en glucides, mais ce n'est pas la peine d'être obsessionnel. Il suffit de manger une portion supplémentaire de glucides par repas le jeudi et le vendredi avant l'épreuve, puis de manger normalement le samedi. N'oubliez pas de compenser les calories supplémentaires en mangeant moins de graisse ces 2 jours-là, c'est-à-dire en réduisant votre consommation de beurre, d'huile, de fromage, de viande graisse, etc. Si vous mangez beaucoup de pâtes, n'y allez pas trop fort avec l'huile d'olive et le parmesan. Pendant l'épreuve elle-même, vous allez brûler entre 8000 et 10 000 calories. Il est impossible de consommer autant pendant l'épreuve. Comme le montre un simple calcul, une barre contient entre 100 et 200 calories, donc il faudrait donc manger au moins 50 barres. Bon, impossible. Il est donc essentiel de démarrer avec le réservoir plein. J'ai déjà parlé de surcharge en glucides des jours précédents. Maintenant, vous avez besoin d'un petit déjeuner bien digéré et par conséquent pris tôt. Donc, mes conseils sont qu'il faut que vous couchiez tôt et vous réveillez-vous en pleine nuit pour manger des glucides 3 heures, 2 heures et 1 heure avant le départ. Par exemple, du riz blanc et omelette à 2 heures du matin, pain d'épices ou cake à 3 heures, gaufre au miel à 4 heures du matin. À ce stade, la nourriture est plus importante que le sommeil. C'est pourquoi j'ai mentionné plus haut qu'il est très important de bien dormir les nuits précédentes et d'arriver sans stress. Alors, l'autre intérêt de manger plusieurs fois pendant la nuit, c'est qu'il y a plus de probabilité que vous allez pouvoir vous soulager aux toilettes avant d'aller au départ. Sinon, vous risquez de vous être obligé de vous arrêter pendant l'épreuve pour aller aux toilettes, ce qui n'est pas très agréable. Alors, la quantité dont vous avez besoin pendant l'épreuve dépend de votre capacité à brûler les graisses. Moins votre corps brûle des graisses, plus vous devez consommer de glucides pendant la course. Normalement, vous aurez développé cette capacité ces derniers mois, mais de toutes les façons, les recommandations actuelles sont que dès le départ, vous devrez viser à consommer au moins 60 grammes de glucides par heure et jusqu'à 90, voire même 100 ou même au-delà si vous avez l'habitude. Ça veut dire 2 à 4 aliments ou bidons de boissons énergétiques par heure. La quantité réelle que vous pouvez consommer dépend de ce que vous avez l'habitude de faire à l'entraînement.
Il n'est pas facile de digérer et d'utiliser 400 calories par heure ou 100 grammes de glucides. Donc, si vous ne vous êtes pas entraîné, n'essayez pas de le faire pendant l'épreuve, hein. Maintenant, c'est trop tard. Mais vous devrez voir 60 grammes, 200 calories ou 2 éléments par heure comme le minimum absolu. Sans cela, franchement, vous n'allez pas avoir l'énergie pour pouvoir terminer. Voici quelques conseils supplémentaires pour l'alimentation. Emportez le plus de choses possible dès le départ sur vous, pour deux raisons. Un, si vous savez ce que vous avez et vous ne serez pas surpris par quelque chose qui ne vous convient pas. Et deux, vous gagnerez beaucoup de temps en n'ayant besoin que de prendre de l'eau à chaque ravito. Deuxièmement, testez tout à l'avance. Très important, il ne faut pas manger des choses dont vous n'avez pas l'habitude sur l'épreuve, vous risquerez un problème au ventre. Troisièmement, évitez les barres de céréales trop sèches et friables, car ils resteront en travers de la gorge et et vous risquez de les avaler de travers. Pré-ouvrez les emballages pour en faciliter l'accès. Et enfin, mangez peu mais souvent. Lorsque je dis peu, enfin, tout en respectant les quantités nécessaires. Mais c'est mieux de manger toutes les 5, 10 minutes, 15 minutes, plutôt qu'une fois par heure. Ça, c'est vraiment pas une bonne idée. Donc, mangez peu et souvent pour faire les 60 grammes, voire 100 grammes par heure. Voici la liste des ravitaux avec les détails du menu du jour qui m'ont été communiqués par l'organisation. Vous devez vous arrêter brièvement à tous les postes de ravitaillement. Mais rappelez-vous que 7 fois 5 minutes égale 35 minutes. Donc, si vous êtes juste au niveau des barrières horaires, il faut être très rapide et efficace à l'arrêt. Pas 5 minutes, plutôt 1 minute. Juste assez de temps pour prendre de l'eau, saisir quelque chose à manger ou compléter ce que vous avez et partir. C'est tout pour la nutrition. Passons maintenant aux aspects mentaux. Rappelez-vous que j'ai dit au départ que le plus gros défi sur le Tour du Mont Blanc est mental. Tant que vous êtes correctement entraîné et que vous mangez et buvez suffisamment, la raison la plus probable d'abandonner est mentale. Pour la plupart des gens, ce sera la journée la plus longue et la plus difficile qu'ils aient jamais passée sur le vélo et de loin. Alors, que pouvez-vous faire pour vous préparer mentalement? Alors, cette citation est celle de l'un des meilleurs experts mondiaux de l'aspect mental des sports d'endurance. Elle résume parfaitement le défi à relever. L'endurance est la lutte pour continuer contre une envie croissante d'arrêter. Je peux pratiquement vous garantir que lorsque vous arriverez au pied du Commet de Roselène, vous aurez de plus en plus envie de vous arrêter. Vous le ressentirez peut-être déjà sur le Petit Saint-Bernard. C'est là où la galère commence pour beaucoup de monde. Alors, que faire alors? Il y a deux façons d'augmenter votre force mentale et votre capacité à continuer contre cette envie croissante de vous arrêter. Le premier, c'est d'augmenter votre motivation et le deuxième, c'est de réduire votre perception de l'effort. En effet, il faut faire les deux en parallèle. Le sujet est un peu compliqué et nous n'avons pas le temps d'entrer dans trop de détails, mais je vais vous donner un aperçu rapide et aussi vous indiquer où vous pouvez en apprendre plus. Alors, comment augmenter sa motivation? Le premier point est d'avoir une bonne réponse à la question pourquoi je fais ça? Vous pouvez être sûr que vous allez vous poser cette question à de nombreuses fois sur l'épreuve. Pour moi, dans l'exemple ici, je voulais me prouver que je pouvais faire la distance complète sur le 312 de Majorque. Donc pour moi, c'était personnel. Je voulais me le prouver. Le deuxième point est d'avoir des objectifs clairs. La première catégorie d'objectifs est celui du résultat. Quelque chose comme finir ou finir en moins de 15 heures. Par exemple, c'est un objectif de résultat. Assurez-vous qu'il est réaliste et réalisable. Ça ne sert à rien de vous fixer un objectif qui est en dehors de votre capacité. Mon seul objectif au Majorque 312 était de finir. Il y a ensuite une autre catégorie d'objectifs appelée objectifs de processus, qui sont des choses
qui vous aideront à atteindre le résultat. Comme par exemple, respecter le plan, grimper à 60% de mon FTP ou manger 60 grammes de glucides toutes les heures. Donc ça, c'est des objectifs de process. Euh, Tels étaient mes objectifs à moi pour le Mayoc 312. Donc je vous conseille d'avoir quelque chose de similaire. Toujours dans le domaine de la motivation, lorsque vous traversez une période difficile, vous pouvez trouver utile de parler à vous-même de manière positive. Il est très important de pouvoir contrer cette voix séduisante dans votre tête qui dit quelque chose comme « Oh là là, c'est trop dur, je ne vais pas y arriver, je n'ai plus envie. Arrêtons-nous là, ça suffit. » Alors, différentes choses fonctionnent pour différentes personnes, alors choisissez et adoptez ce qui fonctionne pour vous. Quelques exemples. C'est pour cela que je me suis entraîné. J'ai tellement de chance d'être là. Profitons-en. Continuez à avancer. Continuez à avancer. Tous les autres ont plus de mal que moi, et ainsi de suite. Bon, il y a plein d'autres choses qu'on peut se faire. Prendre toute cette approche dans son ensemble peut être angoissant. Si vous avez du mal déjà sur la montée de Champex, qui est très pointue, ou sur le Grand Sambana, il ne faut surtout pas penser au Commet de Roseland ou aux montées des saisies à la fin. Donc, à ce moment-là, il est utile de les décomposer en sections, montée par montée. Et quand les choses vont vraiment mal, je peux arriver au sommet de cette montée, ou même je peux arriver jusqu'au prochain virage. Et à partir du prochain virage, évidemment, on vise le virage qui suit. Alors, les consignes sont une haute catégorie de la pensée positive où vous vous dites ce que vous devez faire. Donc, voici quelques exemples. Respecte ton propre allure, pédale en souplesse, détends tes épaules, regarde loin dans le virage. Et enfin, se visualiser au sommet de l'ascension en cours ou même à l'arrivée peut être un autre facteur de motivation puissant et fournir une bonne raison de continuer. Alors, parlons maintenant du deuxième volet. Comment réduire la perception de l'effort? C'est important car moins vous ressentez la souffrance, plus vous pouvez continuer longtemps. L'une des meilleures façons de réduire la perception d'effort est de détourner votre esprit et de se distraire. Voici quelques exemples. Vous pouvez revivre un bon souvenir. Vous pouvez penser à vos projets d'avenir. Vous pouvez apprécier le paysage. Vous pouvez vous concentrer sur le cycliste qui vous précède. Vous pouvez compter les coups de pédale. Vous pouvez réciter des poèmes, des paroles de chansons ou des mantras. Ou vous pouvez tout simplement laisser votre esprit se vider et ne penser à rien du tout. D'autres astuces pour réduire l'effort que vous percevez. Souriez. Ça paraît bête, mais ça a été prouvé que ça marche. Ça libère des endorphines et vous fait vous sentir mieux, tout simplement. Détendez-vous, en particulier le haut de votre corps et vos épaules. Rappelez-vous de détendre vos épaules. Prenez un gel de caféine, parce que la caféine a cet impact, ça aide à réduire la perception d'effort. Et un porte-bonheur sur vous. Le porte-bonheur, si vous y croyez, ça marche. Si vous y croyez pas, ça marche pas. Donc, mais si vous y croyez, ça marche. Et encore une fois, le discours interne. Par exemple, euh, même s'il fait froid, parce qu'il peut faire froid, il peut même faire très froid s'il pleut sur le Tour du Mont-Blanc, même s'il fait froid, je ne me sens pas inconfortable. Ou tiens-toi bien, pédale en souplesse. Voilà, donc toutes ces astuces-là peuvent marcher, mais ils ne marcheront que si vous les avez pratiquées à l'entraînement. La dernière partie de la préparation mentale est d'anticiper les problèmes. Beaucoup de choses peuvent mal tourner pendant votre course, mais il n'y a aucune raison pour qu'ils vous empêchent de finir tant que vous en avez, vous avez pensé en avance et vous avez un bon plan pour y faire face. Donc des choses comme des crevaisons, le mauvais temps, la canicule, se trouver tout seul, avoir la fringale, se sentir mal, avoir des crampes ou se sentir découragé.
Si vous les avez anticipés, vous avez un plan pour chacun de ces événements qui peuvent arriver, ben, vous allez vous en tirer mieux que si vous n'avez pas prévu. Maintenant, un mot sur les vêtements et l'équipement personnel. Avoir des vêtements inadaptés aux conditions est probablement la quatrième raison majeure d'abandon. Bien sûr, tout dépend de la météo. Il est donc essentiel d'avoir une bonne connaissance des prévisions sur l'ensemble du parcours et notamment sur les cols les plus élevés. Si ce n'est pas la canicule pure et simple, il faut plus qu'un simple maillot d'été. La meilleure solution consiste en un choix de couches fines, faciles à adapter, des manchettes, une veste de pluie, un gilet, casquette ou bonnet, éventuellement des gants longs, cache-cou, jambière, enfin là c'est vraiment s'il va pleuvoir. Euh, Comment tout porter? N'hésitez pas à utiliser une sacoche de sel ou un sac de cadre. Cette épreuve ressemble beaucoup plus à une épreuve ultra qu'à un cyclo normal, donc il ne faut pas avoir honte d'avoir l'air d'un cyclotouriste. Certains portent deux maillots afin de profiter des deux poches supplémentaires. Et une dernière option est d'attacher vos affaires autour de votre taille ou de les enfourner sous votre maillot. Enfin, tout moyen d'abord, tous les moyens sont bons, hein. N'hésitez pas. Voilà, rassemblons maintenant tous ces éléments dans un plan. N'oubliez pas que ne pas planifier, c'est planifier l'échec. Donc, dans ce tableau, j'ai calculé les heures estimées pour arriver à chaque poste de ravitaillement en fonction de 2 heures différentes de temps de parcours. 16 heures, donc il y a un colonne de 16 heures, et puis le dernier colonne de droite, c'est un colonne qui vous permettrait de terminer juste avant la limite de temps de 19 heures. Dans le premier cas, par exemple, vous devez être au col du Grand Saint-Bernard à midi 30. Alors que dans le second cas, il vous suffit d'y être à 13h40, 43, 45, disons. Les puissances respectives pour 16 heures et 19 heures sont de 2,7 et 2,2 watts par kilo sur les montées. Et les VAM, évidemment sur les montées, sont de 755 et 605 mètres d'ascension verticale par heure. Donc calculé en confond, bien sûr, sur les sections de montée uniquement. J'ai pris une vitesse de descente assez conservatrice pour laisser un peu de marge sur les descentes et pour laisser un peu de marge pour le temps passé au ravito. Alors, en d'autres termes, si vous pesez 70 kg, vous devriez être en mesure de finir dans les temps si vous faites le moyen de toutes les montées à 154 watts. Et si vous pesez 80 kg, vous devriez faire un moyen de 176 watts pour finir. Voilà. Donc, regardez ces chiffres et adaptez-les pour vos capacités, vos envies, ce que vous pouvez être capable de faire. Et comme ça vous donnerait euh, les temps de passage au ravito. Alors, voici maintenant un exemple de plan. À part ces aspects de temps de passage au ravito, il faut mettre dans votre plan l'allure, bien sûr, euh, l'alimentation, la mentale, l'équipement, et vous pouvez aussi ajouter un rappel des astuces pour rouler plus vite dont je viens de parler. Donc pour l'allure, il faut mettre quelque chose qui est logique pour vous. Moi j'ai mis qu'il faut que je roule à mon allure du début à la fin, qu'il faut que j'effectue toutes les montées en bas de la zone I2 avec à 2,7 watts par kilo avec un vent de 750 mètres par heure. S'il me reste quelque chose, j'augmenterai progressivement dans la dernière montée. Et il faut que je descende rapidement, mais en toute sécurité, tout en restant concentré. Au niveau de l'alimentation, consommez au minimum 100 grammes par heure du début à la fin, avec un apport au moins toutes les 15 minutes. Euh, S'arrêter à tous les postes de ravitaillement le moins longtemps possible. Boire au moins un demi-bidon par heure avec des électrolytes, plus s'il fait chaud. Le mental, me préparer mentalement à 2 ou 3 difficultés. Et enfin, les vêtements,
emporter des couches de vêtements pour toutes les conditions possibles. Enfin, il faut savoir qu'il ne suffit pas de planifier, il faut aussi s'y tenir. Donc, il faut trouver un moyen de vous tenir au plan. Comment s'en souvenir? Eh bien, pour cela, nous pouvons nous inspirer des professionnels. Voici l'autocollant nutritionnel de Mathieu Van der Poel lors du Tour des Flandres il y a 2 ou 3 ans. Son objectif était de consommer plus de 100 grammes de glucides par heure. Les cercles sur ce plan représentent des galettes de riz. Le rectangle représente des barres énergétiques. Les icônes représentent des gels, les icônes de gel. Et les bidons sont évidemment les bidons de boissons énergétiques. Donc, vous pouvez copier cette idée et créer quelque chose de similaire pour vous-même et le coller sur votre potence. Pour terminer, voici les 5 principales erreurs, d'après moi, qu'il faut éviter. La première, c'est d'aller trop fort dans les premières montées. Si vous brûlez, si vous brûlez trop d'énergie sur les premières montées, vous n'allez pas pouvoir faire les 2 dernières. Le deuxième, c'est faire des efforts en intensité. Ce n'est pas une course, le Tour du Mont Blanc, c'est une preuve, c'est un ultra, c'est une preuve en endurance. Donc, il faut avoir une intensité le plus lisse possible, du début jusqu'à la fin. Donc, il faut jamais faire un effort en intensité. Il ne faut pas recoller aux gens devant vous. Il ne faut pas essayer de sauter dans les roues. Ça, c'est une erreur fondamentale. 3. Prendre du retard à l'alimentation. Si vous, si vous ne vous alimentez pas dès le départ, vous prenez du retard et ça, c'est du retard il est impossible de rattraper. Donc, commencez dès le départ, même juste avant le départ d'ailleurs. Quatrièmement, ne pas disposer de vêtements adéquats. Euh, si, euh, le pire, c'est que s'il y a des orages possibles et vous prenez le risque de partir sans. Et si vous êtes pris dans un orage important sur le grand col le grand Saint-Bernard, il peut faire extrêmement froid et là, vous serez obligé de vous arrêter si vous n'avez pas les bons vêtements. Et enfin, le cinquième, et c'est bête pour un manque de vêtements de devoir s'arrêter, quoi. Et puis le cinquième point, c'est de prendre des risques inconsidérés dans les descentes. Tous les ans, il y a des gens qui ont des accidents dans les descentes. Et c'est franchement débile. Ils prennent des risques inconsidérés, ils poussent trop vite, ils voient ça comme une course de folie. Et ça, euh, s'il vous plaît, ne prenez pas de risques. Ça sert à rien. Vous allez gagner 1 ou 2 minutes et vous risquez de tout perdre. Donc voilà, d'après moi, les 5 erreurs à éviter. C'est tout pour cette présentation ce soir. Je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite bonne chance. Soyez prudents et faites bonne course.